Bonsoir à toutes et à tous, chers investisseurs CLF, pour cette vidéo, pour ce point de marché qui sera un petit peu plus court que d'habitude, parce que demain, demain, je vais être en conférence à Paris, puisque j'ai été invité pour dispenser de formation financière pour des apprentis en gestion de patrimoine. Donc, je vais faire une petite formation pour les personnes qui veulent devenir conseillers en gestion de patrimoine. Je vous avais promis justement une vidéo pour vous aider à choisir un bon conseiller en gestion de patrimoine, mais j'avoue, j'ai pas eu beaucoup le temps de le faire, mais promis, je vous la ferai. Alors, sans perdre de temps, ça va être une vidéo assez rapide, mais il y a eu quand même de l'actualité cette semaine. Donc, je vais vous décrire brièvement ce qui s'est passé et ce que j'ai pu faire moi aussi au niveau de mon portefeuille. Alors, le titre de cette vidéo s'intitule Une accalmie malgré des taux qui continuent à flamber. Et ça devient vraiment problématique, aussi bien pour l'économie, hein, que ce soit pour la microéconomie, pour les entreprises, que que pour les États. Alors, un petit point d'actualité. Donc, la guerre en Ukraine rentre dans une phase de guerre de position à l'approche de l'hiver, hein. Donc on avait eu, hein, je rappelle, hein, trois parties, hein, dans cette guerre, hein. Première partie, l'offensive russe, hein, le 24 février, hein, donc qui a quand même pris tout le monde au dépourvu, hein, au dépourvu. On ne s'attendait pas à une agression, hein, quelque part, parce que ça s'appelle une agression d'un pays par un autre, hein, quoi qu'on pense de Zelensky, hein, qui n'est clairement pas tout rose dans l'histoire, mais il y a quand même une agression de la Russie sur un pays souverain qui est l'Ukraine. Première partie. Deuxième partie, les Ukrainiens qui résistent, qui obligent les Russes à se concentrer dans le Donbass. Donc les Russes qui enregistrent des victoires, donc ça c'est la deuxième partie. Troisième partie, les Ukrainiens appuyés par l'OTAN, les Occidentaux, reprennent l'avantage avec des offensives sur Kherson et dans le Donbass. Donc c'est la troisième partie qui cette fois-ci va surprendre les Russes. Et là, on semble rentrer dans une quatrième partie où le conflit s'enlise, où on rentre vraiment dans une guerre de position à l'approche de l'hiver. Deuxième actualité, c'est évidemment la première ministre britannique, Madame Truss, qui démissionne avec fracas. Donc, elle a été un peu mise à la porte par les marchés financiers parce que son plan, disons, de baisse drastique d'impôts n'a pas du tout plu aux marchés financiers, hein. Je rappelle que les pays occidentaux sont très endettés et évidemment, le moindre écart budgétaire, la moindre aide massive que l'État veut faire pour les entreprises ou pour les citoyens sera sanctionnée par les marchés en l'absence d'intervention de la Banque centrale pour faire de la planche à billets. Troisième nouvelle, j'y reviens, c'est plutôt positif, c'est la douceur de l'automne en Europe occidentale qui semble offrir un sursis. Par exemple, nous, on n'a toujours pas mis le chauffage, hein, on a plus de 20 degrés l'après-midi dehors, en région parisienne. Donc ça, c'est plutôt positif, hein, en ces périodes de tension énergétique. Quatrième point, Emmanuel Macron qui veut passer en force avec le 49-3 malgré l'Assemblée nationale. Donc là, ça, c'est un point à surveiller. Cinquième point, les élections de mi-term qui s'annoncent très compliquées pour les démocrates. Et là, on pourrait avoir en novembre, hein, on pourrait très bien avoir une reprise du pouvoir parlementaire, donc sénatorial et au Congrès par les républicains. Alors je rappelle, ça peut être très important au niveau de la politique internationale des États-Unis, hein. Je rappelle que certes, Vladimir Poutine a envahi l'Ukraine, il a attaqué l'Ukraine, donc c'est un agresseur, mais il ne faut pas oublier non plus que les démocrates euh, ont eu tendance un peu à titiller quelque part les Russes, hein. Clairement, pour les démocrates, le danger a toujours été la Russie, hein, depuis maintenant plusieurs années. Donc l'objectif des démocrates était vraiment de faire tomber Vladimir Poutine, hein, bien avant que celui-ci agresse l'Ukraine. Pour les démocrates, le danger, c'est la Russie, alors que pour les républicains, le danger qui pèse sur les États-Unis, c'est la Chine.
qu'on pourrait très très bien avoir avec l'arrivée des républicains aux commandes. Alors, sans que ça ne remette en cause, hein, évidemment, l'élection de Joe Biden, mais on pourrait avoir un infléchissement de la politique américaine en faveur, disons, enfin moins anti-russe, on va dire, mais peut-être plus anti-chinoise. Ça pourrait évidemment faire bouger les lignes sur le conflit ukrainien. On le sait très très bien que on n'a pas à faire une guerre entre la Russie et l'Ukraine, hein, clairement, mais une guerre entre la Russie et l'OTAN, avec évidemment les Ukrainiens qui servent finalement de chair à canon. Hein. C'est malheureux à dire. Donc évidemment, dès lors qu'on a une administration plus républicaine qui arriverait et qui serait plutôt, qui veut faire la guerre plutôt à la Chine plutôt qu'à la Russie, on pourrait très très bien avoir un arrêt du soutien des Américains aux Ukrainiens et évidemment les Européens et Emmanuel Macron évidemment très très vite va rentrer dans le rang. Hein. Emmanuel Macron, voilà, il ne va pas s'amuser à aller contre les États-Unis. Et là, on pourrait avoir finalement des négociations pour finalement geler le front entre la Russie et l'Ukraine pour permettre aux Américains d'aller batailler plus dans le Pacifique, plus du côté de la Chine. Autre nouvelle, bah, ce sont des résultats d'entreprise qui sont de bonne facture. Hein. Pour les grosses, on a eu de bonnes surprises au niveau des publications. On a eu notamment bah, le secteur du luxe qui a annoncé de bons résultats, notamment LVMH, hein, et surprenant. Ils anticipent une hausse de leur chiffre d'affaires, y compris en Chine, malgré tout ce qu'il y a en Chine, en politique zéro Covid, etc. Bah, on a eu des déclarations assez optimistes du géant du luxe LVMH, mais on a eu aussi d'autres surprises, d'autres bonnes surprises, notamment dans l'automobile, les banques. Et pour le moment, bah, les grosses entreprises arrivent à faire passer l'inflation, les augmentations de prix sur le consommateur. Par contre, attention, on a un mur de faillite qui se profile à l'horizon pour les PMI à cause du choc énergétique. Hein. Là, je vois, hein, je suis les témoignages. On a beaucoup de boulangeries, de scieries, d'hôtels, de restaurants qui voient leur facture d'électricité multipliée par 10 carrément entre l'exercice 2021 et l'exercice 2022-2023. Et beaucoup d'entreprises ont clairement indiqué qu'elles pourraient arrêter leur activité, sachant que ces entreprises doivent commencer aussi à rembourser les PGE, donc les prêts garantis par l'État, durant la crise du Covid. Voilà un petit peu pour l'actualité. Alors, la situation des marchés, on a eu des taux encore en hausse cette semaine, des taux français, les taux OAT hein, français qui ont dépassé les 3%, des taux américains, les taux 10 ans américains qui dépassent les 4,3, voire même les 4,5%, et des taux 2 ans, donc des taux courts américains, ça y est, qui arrivent, qui approchent les 5%, parce que, évidemment, les taux courts reflètent les anticipations de variations, de hausse de taux de la Réserve fédérale, et de plus en plus d'opérateurs s'attendent à ce que la Réserve fédérale monte les taux jusqu'à 5%. Et donc, évidemment, cela pourrait avoir de grosses répercussions sur le crédit aux États-Unis et notamment le marché immobilier. Alors, on a eu des marchés d'actions qui résistent très bien, notamment grâce aux résultats des entreprises. Ça a été vraiment la bonne surprise. On pouvait s'attendre à ce que les marchés d'actions s'effondrent littéralement, mais non, on a un CAC 40 qui, par exemple, a enfoncé brièvement les 6000 points, mais très vite est reparti à la hausse au-delà des 6000, puis des 6050 points. Pareil pour le Dow Jones, hein, qui a bien résisté sur la barre symbolique des 30 000 points avant de rebondir là, dans les dernières heures de la semaine en direction des 31 000 points. Alors, on a des métaux précieux qui restent très chahutés. L'or et l'argent, le palladium qui sont sous pression, évidemment, les taux hauts, la hausse des taux, évidemment, n'est pas bonne pour les métaux précieux qui ne délivrent pas de dividendes, qui ne rapportent pas de coupons. Et on a des cryptos qui semblent vouloir casser par le bas, hein, des cryptos la volatilité des cryptos qui continue certes à diminuer, mais on a un Bitcoin qui fait des incursions de plus en plus fréquentes en dessous du seuil des 19 000 $. Voilà un petit peu pour
ces points, hein, c'est sur les marchés financiers. Alors, je continue avec quand même les raisons qui poussent à être optimiste. Certains me disent que ma chaîne peut être un petit peu pessimiste, hein, genre, je suis pas, voilà, moi j'essaye d'être vraiment réaliste, d'avoir la tête sur les épaules, hein. Mon but c'est je suis investisseur sur les marchés, donc je suis pas là pour vendre des scénarios catastrophes qui font peur à tout le monde, hein. Je n'écris pas un best-seller sur l'effondrement, mais j'essaye de décrire la situation la plus réaliste possible. Alors il y a 3 points d'optimisme. Le premier, c'est que la contestation dans la rue et les grèves, pour le moment, ne semblent pas rencontrer d'écho auprès de la population. On a une mobilisation qui reste assez faible. Autour de moi, j'entends des gens qui sont plus préoccupés pour partir en vacances durant la Toussaint que pour aller manifester pour le pouvoir d'achat. Donc visiblement, on sent que les gens dans la rue, quelque part, l'homme de la rue, finalement, semble pour le moment être plutôt résilient par rapport à l'inflation. Ça, c'est le premier point positif. Deuxième point positif, l'automne est très doux, voire même chaud, hein, au sens météorologique, hein, ce qui donne du répit aux Européens par rapport aux contraintes, par rapport aux risques qui pèsent sur le gaz et le pétrole russe. Et enfin, dernière raison de se réjouir, alors certes, on entend beaucoup parler des petites entreprises qui voient leur contrat d'électricité, de gaz renégocié en très forte hausse, parce que je rappelle que certes, le gaz avait beaucoup augmenté, mais l'électricité est indexée sur le gaz. Alors ne me demandez pas pourquoi, ce sont des lois européennes qui font ça, hein. Physiquement, l'électricité n'est pas liée au gaz, mais on a indexé les prix de l'électricité à ceux du gaz, hein. C'est une décision de la Commission européenne. Et là, en fait, on voit que les prix du gaz sont littéralement en train de s'effondrer, hein. Donc on a eu déjà la baisse qui a commencé à la fin de l'été. Et là, ça accélère, hein, vraiment, là, ces derniers jours, hein. Là, on est en page journalier. On a eu carrément le prix du gaz qui a perdu 25% en une semaine et la baisse atteint quasiment 50% depuis les pires moments de la guerre en Ukraine. Et là, alors les médias n'en parlent pas, mais les prix du gaz sont revenus au niveau d'avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Donc quasiment toute la hausse des prix du gaz a été effacée. Donc là, vraiment, on a des prix du gaz qui tendent à baisser très, très fortement. Et ça, évidemment, c'est plutôt bon pour les Européens. Par contre, évidemment, c'est moins bon pour les Russes parce que, évidemment, l'économie russe tire profit en grande partie grâce au prix du pétrole et du gaz. Alors, autre point que je n'ai pas mis ici, c'est sur les actions. Attention, hein, ça c'est un point de vigilance, attention à ne pas shorter massivement les actions parce qu'on pourrait très très bien avoir une fuite, c'est-à-dire si jamais les banques centrales devaient arrêter de monter les taux parce que ça devient trop contraignant pour les ménages, bah, les actions pourrait devenir une valeur refuge face à un risque d'emballement de l'inflation. N'hésitez pas à aller regarder hein, ce qui se passe sur la bourse turque, où les actions sont en hausse de quasiment 50% depuis le début de l'année. Pourquoi? Parce que les Turcs se précipitent, les investisseurs se précipitent sur les actions turques pour se protéger par rapport à l'inflation. Et ça m'amène au dernier point, ce sont les stratégies que j'ai fait sur mon portefeuille. Donc j'ai effectué un nouveau rôle, rôle de mes positions obligataires, hein. Donc j'évite d'avoir de trop grosses pertes sur mes portefeuilles obligataires. Donc quand je vois que mes pertes commencent à être importantes, donc je vends mes positions obligataires et je rachète, hein, je laisse passer la poussée de fièvre et je rachète quelques heures après avec souvent, comme on est en plein crack obligataire, à un prix plus bas. Donc ça me permet d'éponger, hein, de ne pas avoir de trop grosses moins-values, ça me permet d'éponger mes pertes. Et qu'est-ce que je fais? Je prends des positions de vente à découvert sur les actions, hein, cette semaine. J'ai pris que j'ai rapidement fermé en courant de la semaine. C'est vraiment des allers-retours en vente à découvert sur les actions. Et j'évite, ça c'est une autre règle que je fixe, j'évite d'être globalement short sur les actions. C'est-à-dire que je prends des positions de vente
à découvert sur les actions, mais j'évite d'avoir plus de positions vendeuses que de positions acheteuses. Parce qu'on ne sait jamais, si jamais l'inflation s'emballe dans le monde, les actions, hein, on peut très très bien avoir un CAC 40, hein, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, on pourrait très très bien avoir un CAC 40 à 10 000 points, à 15 000 points, un Dow Jones à 100 000 points. Mais évidemment, si la baguette, à ce moment-là, la baguette de pain vaudra peut-être 10 euros. Évidemment, on aura un marché boursier qui part sur la Lune, mais avec une monnaie qui ne vaut quasiment plus rien. Donc vendre à découvert sans couverture, ça peut être très dangereux. Moi, je l'ai fait vraiment à dose, entre guillemets, homéopathique, c'est-à-dire à petite dose, uniquement pour couvrir les portefeuilles obligataires, parce qu'on a une très forte corrélation entre les taux, entre les obligations et les actions. Ça n'a pas toujours été le cas dans le passé. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de portefeuilles, notamment des portefeuilles de type assurance, hein, assurance pilotée, hein, des personnes qui mettent leur argent dans une assurance vie en mode pilotage automatique, hein, en gestion pilotée par l'assureur. Là, il y a de grosses pertes qui se dégagent parce que la théorie de la finance, Markowitz, hein, repose sur le fait que les actions et les obligations évoluent avec une décorrélation, avec une diversification. Or là, on voit que depuis plusieurs semaines, les actions et les obligations évoluent de manière hyper corrélée, ce qui fait que, en fait, les pertes sur les actions ne sont pas compensées par des gains sur les obligations et vice-versa. Tout baisse, tout part à la cave. Et la seule manière d'avoir une petite diversification dans ce cas-là, et c'est ce que j'ai fait, c'était finalement de shorter une partie de mon portefeuille action, d'être vendeur à découvert sur une partie de mon portefeuille action, ce qui permet finalement d'avoir une décorrélation entre une position vendeuse sur les actions et une position acheteuse sur les obligations. Et donc, cette stratégie m'a permis finalement d'absorber une partie de mes pertes obligataires cette semaine. Autre point, je suis sorti, hein, donc en faisant mon rollover sur les obligations, j'en ai profité pour me débarrasser des Buxl allemands et des Treasuries Long Term US. Donc, c'est des obligations allemandes et américaines, mais à très long terme, hein, sur 20 ans ou 30 ans. Et je me suis positionné sur du Bund 10 ans allemand et sur des Treasuries 10 ans américaines. Pourquoi? Parce que plus vous diminuez la maturité de vos investissements obligataires et plus vous diminuez la volatilité du portefeuille obligataire. Je rappelle que la performance d'une obligation, elle est égale, hein, c'est une formule mathématique, à moins, donc ça évolue en sens inverse des taux, moins la variation du taux d'intérêt multipliée par la maturité de votre obligation. Donc si vous avez une obligation de maturité 30 ans et que les taux de l'obligation à 30 ans prennent 1%, votre portefeuille obligataire à 30 ans va perdre 30% de sa valeur. C'est ce qui s'est passé en Angleterre, en Grande-Bretagne, où avec la hausse des taux longs, des taux à 50 ans britanniques au-delà des 5%, on a eu un effondrement des portefeuilles obligataires détenus par les fonds de pension anglais. Donc ça, c'est ce qui a expliqué la crise qu'a connue l'Angleterre, hein, le Royaume-Uni, et la démission forcée, évidemment, de Liz Truss. Donc moi, évidemment, j'ai arbitré mon portefeuille obligataire en revenant sur des maturités plus courtes, sachant que les taux sont plus élevés, surtout aux États-Unis, sur les maturités courtes que sur les maturités longues. Donc le rollover est plus intéressant sur les maturités courtes que sur les maturités longues, avec des coupons plus intéressants. Voilà. Et enfin, je termine le point par la performance de mon portefeuille, hein, je ne vais pas m'en réjouir, hein. Je suis à moins 7%, alors je suis légèrement remonté, hein, j'étais à moins 9% il y a de cela une semaine. Je suis remonté à moins 7%, en grande partie grâce au rebond des marchés actions. Alors j'ai toujours une petite poche short actions, notamment aux États-Unis, où je vends à découvert les actions américaines, mais cette poche de vente à découvert, elle est minoritaire par rapport à toutes les positions longues que j'ai, acheteuses que j'ai, que ce soit sur le Dow Jones, le Nasdaq, le Nikkei, le S&P 500, le CAC 40, le Brésil, l'Inde, la Chine et le Japon. Donc j'ai quelques positions short, mais elles sont minoritaires
par rapport aux positions longues. Et c'est ce qui me permet finalement d'absorber une partie de mes pertes sur le portefeuille obligataire. Ça permet de couvrir, si jamais on a un nouveau choc obligataire la semaine prochaine, ben, ces positions short sur mes actions permettront d'absorber une partie de mes pertes sur les obligations. Voilà un petit peu ce que j'avais à dire pour cette vidéo, hein, donc beaucoup plus, peut-être plus rapide que les autres. Alors surtout en termes de préparation, hein, ce qui me prend beaucoup de temps, c'est pas tant la vidéo, c'est aussi le fait de devoir faire tous les graphiques pour vous montrer un petit peu l'analyse technique des différents cours boursiers, hein, les actions, les obligations, les spreads de crédit, le forex, les matières premières, les métaux précieux, les cryptos. Tout ça, ça prend beaucoup de temps. Là, évidemment, j'ai pas eu trop le temps vu que demain je vais donner une formation. Du coup, je vous ai fait vraiment cette vidéo assez rapide pour quand même vous présenter l'actualité boursière, économique, sociale et vous faire une photo de mon portefeuille. Voilà, bah écoutez, en tout cas, je vous souhaite un très bon week-end. Prenez bien soin de vous et j'espère vous retrouver pour un nouveau point de marché. Ce sera le dernier, évidemment, du mois d'octobre qui aura lieu aux alentours du 29 octobre. Voilà, prenez bien soin de vous et je vous retrouve dans une semaine. Salut tout le monde.